Mais avec notre envoyé spécial sur place à Paris, Guillaume Koukmami-Guipangi. Qu'est-ce qui se passe le 19 décembre? Et si on rassemble les éléments, on a, la Cour avait à juger, est-ce qu'on applique le 19 décembre l'article 70 alinéa 2, c'est-à-dire le président reste en fonction jusqu'à ce qu'un successeur soit élu, ou est-ce qu'on applique l'article 75 qui est consacré à la vacance et à l'exercice provisoire des fonctions de président par le président du Sénat, ce qui pour les Français rappelle un certain nombre de choses. Mais je crois très honnêtement que la Cour a eu raison de faire prévaloir l'article 70 alinéa 2. L'article 75 est parfaitement logique. Qu'est-ce que c'est qu'une vacance? C'est notamment le décès, c'est la démission, c'est la situation qui peut arriver où un chef d'État est physiquement empêché d'exercer ses fonctions. Rappelez-vous François Ier qui a été prisonnier pendant quelque temps. Je prends un exemple volontairement lointain pour ne pas évoquer des situations plus récentes. Mais c'est pas complètement impossible ce type de situation où le président soit disparaît, soit physiquement, médicalement, psychologiquement dans l'incapacité d'exercer sa fonction. Bon, là, il n'y a évidemment aucune raison de faire appel à l'article 70 alinéa 2, puisqu'on n'est pas dans le cas d'une fin de mandat programmée avec éventuellement des élections anticipées. On est dans le vrai cas de vacances. Mais on n'est pas dans ce cas en RDC aujourd'hui. Le président en fonction est en état d'exercer sa fonction. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'obstacle, ni physique ni autre, à ce qu'il puisse continuer à exercer de la manière qu'il juge la meilleure pour son pays, la fonction qui est la sienne. Donc je crois qu'on viderait de sens l'article 70 alinéa 2, on le rendrait complètement inutile si on disait qu'en tout état de cause, c'est l'article 75 qui doit s'appliquer le 19 décembre à minuit. Et on aurait une disposition dans la Constitution qui ne servirait à rien. Revenons dans la capitale Kinshasa, d'abord avec cette séance d'évaluation de la coopération militaire entre la RDC et la Chine qu'a eu le ministre de la Défense nationale et les nouvelles attachés militaires de Chine en République démocratique du Congo, les colonels supérieurs Ma Fei. Les détails avec notre confrère Zaloumeti Dandou. Le nouvel attaché de défense de la République populaire de Chine au cabinet du ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, le colonel supérieur Ma Fei, a été présenté ses civilités au chef de l'unité de défense. Crispin Atamatabe Mogodi et son hôte ont ainsi centré leur entretien sur la coopération militaire entre Beijing et Kinshasa. Une coopération qui a dû offrir une opportunité à la Chine de participer à la formation des hommes de troupes à la base militaire de Kamina pour le phare d'essai moderne, professionnel, dissuasif et respectueux de l'heure républicaine dans le cadre de la réforme. La Chine a déjà dépêché à Kamina 8 missions de coopération où les instructeurs chinois et congolais ont réussi la formation des unités d'élite déployées partout dans le territoire national dans les opérations de la restauration de la sécurité et partant de l'autorité de l'État ainsi que de la souveraineté nationale et internationale. Aussi les cadres militaires de phare d'essai sont-ils formés dans les académies et écoles militaires de la République populaire de Chine qui accordent chaque année un don important en équipement pour la formation à la base de Kamina. Cet instant a permis au ministre Atamatabe de promettre à son hôte toute sa collaboration pour renforcer davantage la coopération militaire entre les deux pays. Cette visite de travail a été couronnée par la remise d'un tableau peint à l'effigie d'un buffle, symbole de la prospérité en Chine. Et puisqu'on parle des questions liées à la coopération, restons-y avec l'inauguration d'une brigade de protection des étrangers en République démocratique du Congo. La cérémonie inaugurale a eu lieu ici dans la capitale en présence des autorités congolaises et chinoises ainsi que les opérateurs économiques chinois, nous signale Pierre Ombriou. Et Pékin s'engage à booster la diplomatie sécuritaire aux grandes retombées politico-sociales dans le secteur de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Chine. Fort de cette volonté commune entre ces deux pays, frères dont le socle d'une amitié sincère remonte dans le bel lurette, un panel de membres de la communauté chinoise qui ont choisi notre beau pays comme leur seconde patrie ont assisté au lancement officiel
des activités du Centre de l'air protection à Kinshasa. Un fait politique salué par les diplomates chinois accrédités en République démocratique du Congo. Bon, la centre de police n'est pas uniquement servi pour la sécurité, également donner l'éducation à la loi congolaise, comment vivre en Congo, sur question également la taxe d'immigration. L'inauguration de cette brigade de protection n'a pas laissé indifférentes certaines autorités politiques et policières congolaises. Ce centre est une très bonne chose et nous invitons tous les Chinois à devoir se faire identifier auprès de ce centre de façon à ce que les dispositions sécuritaires qui seront prises puissent permettre à ce que ces Chinois et leurs biens soient totalement protégés. Notre mission principale est de protéger les personnes et leurs biens. Et nous sommes là, bras ouverts pour les sécurités. Lancé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, l'un des pays les plus hospitaliers du continent africain, les activités liées au bon fonctionnement de cette brigade seront élargies dans tous les grands pôles sécuritaires disséminés au Congo profond. Revenons sur les récents séjours de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse en Algérie. Au Forum africain d'investissement et d'affaires, François Muyumba s'est largement apaisanti sur les rôles que peut jouer la diaspora sur le développement de l'Afrique. Le commentaire est signé Jacques Kaboba. Arrivée à Alger, en Algérie, le 5 décembre 2016 pour répondre à l'invitation du gouvernement algérien afin d'intervenir comme oratrice au premier forum africain d'investissement et d'affaires, Francine Muyumba étant comme oratrice sur la jeunesse et diaspora avec le focus sur l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes, elle a évoqué le rôle que peut jouer la diaspora africaine sur le développement de l'Afrique, car il est connu que toutes les diasporas entretiennent divers liens avec leurs origines. L'un des plus connus de ces liens est les transferts d'argent du pays d'accueil vers les pays d'origine. Une règle auquel l'Afrique n'échappera jamais. Autre sujet ayant été soulevé par Francine Muyumba, les mesures innovantes idoines en matière de mobilisation des ressources et de promotion du secteur privé par les gouvernements africains, ceci en fait de mettre les économies sur les bases solides. En ce qui concerne l'entrepreneuriat chez les jeunes, la création du Fonds africain pour le développement de la jeunesse est l'une des solutions pour encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes, a-t-elle indiqué. Dans ces panels, il a été observé la présence d'Amina Bengungi, ancienne ministre de la francophonie, et tant d'autres femmes du monde connues pour leur dynamisme. Autre présence, celle du ministre sortant de l'enseignement primaire, secondaire et nouvelle citoyenneté de la République démocratique du Congo, Makelwa Moufamba, ainsi que les DG de l'ONAPI et l'ancienne ministre de la Justice, Wivine Mumba Matipa pour le compte de la RDC. Toujours en Algérie, les candidats de l'Union africaine au poste de secrétaire général de l'OMS, l'ancien ministre éthiopien de la Santé et des Affaires étrangères, le docteur Théodroche Adhanom, a sollicité les soutiens de la présidente de l'IPJ tout en sollicitant à ce que Francine Muyumba puisse faire partie de son équipe stratégique de campagne pour que l'Afrique remporte les élections. Pour Francine Muyumba, l'Afrique n'a pas droit à l'échec, car l'Afrique doit tout faire pour ne pas perdre ces postes si importants pour le continent. Voilà, nous allons nous évader à présent en dehors de l'environnement habituel. Kinshasa dispose d'un parc multi-événements dénommé Africa Park Aventure. Le ministre sortant du tourisme a fait les déplacements sur ces lieux où il a procédé à son inauguration. Dans sa suite, Pati Tondouangou et Papi Mbongo pour le reportage. Premier parc multi-aventure en République démocratique du Congo, ouvert officiellement au public à Kinshasa le vendredi 9 décembre 2016, c'est Africa Park Aventure. Fruit du partenariat public-privé SENCO, des investisseurs espagnols et congolais avec l'accompagnement du ministère du Tourisme. Et cela dans le but de développer le tourisme et les dépaysements et des loisirs. Initiative saluée par l'abbé Cholet de la SENCO. Oui, nous avons salué et nous félicitons le ministre actuel de tourisme qui est d'une ouverture vraiment à encourager. Il s'est vite rendu compte de l'importance de l'apport de privé dans le secteur tourisme. Et il nous a encouragés dans ce partenariat et qu'il soit présent aujourd'hui, c'est pour nous un motif de fierté et c'est pour nous aussi une invitation à prendre au sérieux ce partenariat avec le Parc Africa Aventure. Les investisseurs espagnols se disent confiants pour ces projets qu'ils veulent expérimenter en République démocratique du Congo. Pour le ministre du Tourisme Elvis Mutiri Wabachara, ces jours marquent l'opérationnalité du triangle touristique de la ville de Kinshasa, constitué du lac de Mavale, du sanctuaire Lola ya Bonobo et des chutes de la Lukaya.
Ce projet de promotion du tourisme interne dans notre pays vient conforter les efforts de mon ministère de transformer les potentialités touristiques de notre pays en opportunités d'investissement pour le développement. Il s'inscrit dans l'objectif de mon ministère de faire de Kinshasa la plus grande attraction touristique du pays par l'exploitation de son riche potentiel touristique. Je déclare donc ouvertes les activités de triangle touristique de la ville-province de Kinshasa à partir du lac des Bas-Vallées. S'en est suivi de la coupure du ruban symbolique. Une pluie a arrosé la cérémonie, signe de bénédiction. Et puis dans notre registre santé, suivez cette clôture de l'atelier d'évaluation des projets de santé maternelle et infantile tenu ici dans la capitale, financé par Handicap International. L'enjeu de ces projets est de prévenir ainsi que de réduire les handicaps chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Redépenda pour le reportage. Voilà, monsieur le ministre, j'espère que vous donnerez des orientations sûres pour que le centre soit bien entretenu. Je vous remets les clés de l'ambulance. C'est en ces termes que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kibutayango, s'est exprimé à l'inauguration du centre de dialyse de Kinshasa, ce samedi 10 décembre 2016, dans l'enceinte de l'hôpital général des références de Kinshasa. Une manière pour le numéro 1 de la ville, André Kibutayango, de rendre plus accessible ce centre aux Kinoises et Kinois à un montant de $50 ou l'équivalent en francs congolais. En plus des clés et de l'ambulance, l'exécutif provincial a remis à ces centres dirige le docteur Sek Kanazer 20 millions de francs congolais pour le bon déroulement de ces centres pendant 6 mois. L'objectif, c'est d'arriver au mois de janvier 2018 à un montant de $20 américains par traitement. Auparavant, le ministre provincial de la Santé, Vital Kabouikou, a planché sur les conséquences de l'insuffisance rénale, un sérieux problème de santé publique. Et pour cause, l'hypertension artérielle, l'automédication et autres. L'insuffisance rénale est une affection caractérisée par une déficience de reins qui deviennent incapables de filtrer convenablement le sang. Cette incapacité se traduit par une accumulation de déchets et de toxines ou du poison dans l'organisme parce que non évacués par les reins dans les urines. Avec l'inauguration de ces centres, les malades frappés d'insuffisance rénale n'auront plus à se rendre à l'étranger pour les soins de dialyse trop coûteux. Voilà, au courant de la semaine qui s'achève, le président de la République a échangé avec les évêques catholiques membres de la CENCO venus lui présenter leur rapport. Et Joseph Kabila les a encouragés à poursuivre cette mission des bons offices la semaine du président. Les évêques catholiques de la CENCO poursuivent leur mission des bons offices avec les différentes composantes politiques de la RDC. Cette mission leur avait été confiée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, en vue de rapprocher les points de vue des uns et des autres dans l'objectif de juguler la crise politique en RDC. Ce lundi 5 décembre 2016, une délégation de prélats catholiques conduite auprès de la haute autorité du pays par Monseigneur Marcel Outembi, président de la CENCO et archevêque de Kisangani, a conféré avec le chef de l'État, Joseph Kabila, afin de lui faire rapport des contacts pris avec les acteurs politiques qui ont pris part au dialogue à la Cité de l'Union africaine et ceux de l'opposition réfractaire au dialogue. Le président Kabila a invité les hommes de Dieu à aller de l'avant, selon Monseigneur Marcel Outembi. Les acteurs politiques congolais et la société civile ont multiplié des campagnes de sensibilisation auprès de la population congolaise pour observer un climat de paix. Parmi les sujets d'actualité également, cette célébration de la journée de la lutte contre la corruption. Des activités ont été également... Cette semaine qui s'est achevée a été marquée par la situation insurrectionnelle observée à Chikapa dans la province du Kasaï, vite maîtrisée par les forces armées et la police nationale congolaise. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Évariste Bochab, a fait le déplacement à la tête d'une forte délégation pour des réponses appropriées. La population a été appelée au calme et le sinistre causé bien évalué.
Christine Sipola, chef du comité international de la Croix-Rouge, était à Kinshasa en République démocratique du Congo. Elle a été reçue par les présidents des 2 chambres du Parlement pour solliciter auprès de ces 2 institutions le soutien à son programme 2017 dans la partie Est de la RDC. La loi sur l'enseignement national a été votée au Sénat. Les sénateurs ont, article après article, approuvé cette loi. À l'Assemblée nationale, on a retenu l'atelier de renforcement des capacités à l'intention des députés nationaux membres des commissions socioculturelles et financières. Un atelier au cours duquel un plaidoyer sur la suppression des taxes des intrants antipaludiques en RDC a été fait. Les négociations directes rassemblement de l'opposition comme des signataires de l'accord du 18 octobre 2016 à la Cité de l'Union africaine ont finalement commencé. 6 points sont à l'ordre du jour de ces assises. La compréhension du concept de respect de la Constitution et ses implications en rapport avec la crise actuelle, le processus électoral, le fonctionnement des institutions pendant la transition, forme du compromis, mesures de décrispation politique et le mécanisme de suivi de l'accord. Les bons offices de la SENCO sont sur la bonne voie. La journée mondiale de lutte contre la corruption a vécu en République démocratique du Congo. Tous les acteurs se sont retrouvés pour discuter sur les mécanismes d'une lutte efficace contre ce fléau sous toutes ses formes. L'hôtel de ville de Kinshasa a lancé au cours de la semaine les opérations d'assainissement, l'évacuation des immondices qui jonchent les grandes artères de Kinshasa et leurs odeurs putrides a commencé et le gouverneur de Kinshasa était au lancement. Au Bichingobila, les voyageurs en provenance ou en partance pour Brazzaville peuvent faire leurs formalités dans un bâtiment moderne. Le ministre sortant de Transport et Voies de Communication est allé visiter les lieux avant leur équipement. À la Commission électorale nationale indépendante, le président de cette institution a tenu à fixer l'opinion lors d'un point de presse du début des consultations avec les parties prenantes pour requérir leurs derniers avis avant la publication du calendrier électoral dans les jours qui viennent. Lors de la réunion mensuelle du comité de partenariat pour les élections PASEC, le président de la CENI a annoncé de bons signaux concernant les débuts dans un avenir proche de l'opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs dans 12 provinces de première et deuxième ère opérationnelle. Le deuxième recensement général de la population et de l'habitat va avoir lieu. Les coordonnateurs provinciaux associés aux chefs de brigade ont été renforcés en capacité pour mener à bien ce processus dès le retour des coordonnateurs provinciaux dans leurs provinces respectives. À travers notre dossier de ce dimanche, les confrères Moulanda mettent l'accent sur la problématique de parking automobile à travers la ville de Kinshasa qui fait face à un boom de construction des immeubles. Suivez. Ici où nous sommes, c'est pratiquement le plus grand parking automobile de Kinshasa. C'est au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Maïs, manioc et autres bourratifs prisés par les Kinois se négocient à un prix relativement abordable. Et puis les camions en provenance des provinces agricoles de Kwilu, de Kwango ou du Congo central viennent jour et nuit par dizaines pour déposer leurs cargaisons dans les entrepôts de façon qui ne peut pas avoir rupture de stock dans la mégapole Kinshasa. Et messieurs les journalistes, dans nos villages, la nourriture coûte moins cher, nous disent les producteurs agricoles que nous avons rencontrés sur le terrain. Avec 8 000 francs ou 10 000 francs congolais, quelqu'un peut s'offrir un sac de maïs et beaucoup moins cher pour le manioc, ajoute-t-il cependant. Mais d'où vient que les mêmes produits, une fois acheminés à Kinshasa, coûtent 7 ou 10 fois plus cher? Il faut d'abord un responsable de parking. Le rôle du chef de parking, c'est d'entrer en contact avec des commerçants. Il y a des commerçants qui l'aident à lui approvisionner en moyens. Il y a également des responsables de véhicules qui sont des propriétaires de véhicules. Il y a également des éclaireurs qui doivent, qu'il peut déléguer ou dépêcher sur terrain dans les centres producteurs, où il peut trouver un coin de groupage. S'il n'y en a pas, ces éclaireurs-là peuvent se donner la peine d'entrer en contact avec différents villages et associer les produits en un point donné pour qu'en cas d'un véhicule sur le terrain, occasionné ou facilité par le parking, qu'ils n'arrivent pas à perdre trop de temps à l'intérieur et qu'ils aillent directement dans un point où l'éclaireur a donné des informations au chef de parking pour pratiquement s'approvisionner. Et vous avez à côté du chef de parking des mamans manœuvres. Les mamans manœuvres, ce sont des détenteurs des moyens. Et elles sont également des mamans qui peuvent
sans aller par les dos de la cuillère, créer une spéculation haussière en plein parking. Celles-là sont capables également de prendre en otage toute une cargaison et pratiquement fixer les prix à leur manière, à créer une rareté. Et vous savez, les conséquences d'une rareté, c'est pratiquement l'élévation des prix. Il y a aussi une multitude de parasites qui foisonnent à cet endroit et se nourrissent ici même et influent sur les prix de vente. Les zombies, les banambwengi, sont au fait des jeunes désœuvrés de la capitale. Ils essaient de survivre ici en faisant un peu d'arnaque au parking. Nous sommes les mamans du Yungula. Étant donné que nous n'avons pas de fonds de commerce, les vendeurs de maïs nous utilisent pour tamisage ou nettoyer leurs produits. En échange, ils nous donnent quelques gobelets de maïs pour aller nourrir nos enfants. Parmi nous, il y a des veuves, d'autres ont des maris qui sont en chômage. Ici, il y a 3 groupes de femmes, les mamas du Lokota, les mamas du Kabola et les mamas du Yungula. Les tracasseries, les taxes exagérées, les mauvais états des routes de dessert agricoles sont autant de facteurs qui font que les prix augmentent de façon démesurée. Nous avons sur la route de Bandundu de Kinshasa qui coûte au moins 18 barrières. On dépense au moins par barrière, au moins 50 000 francs congolais par barrière. Au plus grave encore, à un service de la brigade de l'essai de Bandundu, donc de la BRB, que nous payons au moins 2500 francs congolais par cargaison. Donc si vous avez au moins 200 sacs du foufou ou bien de maïs, vous payez au moins 500 000 francs congolais par véhicule. Alors, quand nous arrivons au centre de consommation, nous avons encore des services tels que la déchelka, que nous payons 300 francs par sac. Nous avons encore l'agriculture, le stationnement, les services spécialisés et l'économie et les services de l'hygiène. Vraiment, dans tout ça, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Les routes ne sont pas en bon état. Comme les routes ne sont pas en bon état, beaucoup endommagés. Il y a aussi la consommation de gasoil. Nous consommons beaucoup. Et quand nous arrivons ici avec les produits agricoles, pour les vendre, alors nous les vendons à un prix un peu haussé. Pour récupérer toutes les dépenses et tout ce que nous perdons. Baisser les prix des denrées alimentaires ne doit pas relever d'une décision politique, sinon c'est de la démagogie. Pour parler des prix, il faut connaître ce que c'est un parking, son mode de fonctionnement, ses principes et codes, les langages des acteurs et aussi la cosmogonie des forces du mal qui agissent sur les prix des denrées alimentaires. Voilà, retour sur l'actualité. Le jeune de la commune de Lemba, conscientisé pour observer un comportement digne, doublé du patriotisme pendant cette période. Le président national de la Ligue de jeunes du peuple, il poursuit lui aussi cette campagne, lance un appel à la non-violence. Au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, le café politique de ce vendredi a été consacré à la jeunesse révolutionnaire. Le secrétaire général Henri Mouvasakani, au travers de cet espace de formation, s'est tourné plus aux jeunes du parti afin de les amener à prendre conscience et à s'engager davantage dans la lutte, celle de la préservation de la démocratie et de la reconstruction du pays. Aujourd'hui, la cible des ennemis qui cherchent à tout prix à briser l'élan de la paix retrouvée et restaurée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Dans son intervention, Jean-Pierre Kambila, cadre du parti, a mis l'accent sur l'essence de la jeunesse révolutionnaire, celui de la responsabilité de travailler durement pour l'amélioration des conditions de vie des populations, sans oublier les idées, les innovations attendues auprès de la jeunesse pour contribuer au progrès de tout un peuple. En guise d'exemple, Jean-Pierre Kambila a cité les noms des jeunes qui ont marqué l'histoire de la révolution à travers le monde, notamment Fidel Castro, Joseph Kabila Kabange, Mao et Lumumba, qui, pour l'orateur, sont des modèles à suivre. Un autre intervenant, Jean-Marie Longonia, cadre du parti, lui s'est penché sur les abus et les manipulations de la jeunesse révolutionnaire
par les médias impérialistes. Jean-Marie Longonia a appelé les jeunes du PPRD à barrer la route à l'intoxication, sinon soutenir la vision de leur leader, Joseph Kabila Kabange, très engagé dans le développement du pays. Et voilà, vous avez corrigé avec moi, c'était plutôt l'activité du secrétaire général du PPRD et non du président de la Ligue des jeunes de ces partis politiques. Dans la direction de la province du Sud Kivu, l'Université catholique des Kalambo a abrité du 8 au 10 décembre la conférence internationale qui met l'accent catholique des Bukavu et celle de l'Occident. Les points avec nos confrères de la RTNC Bukavu. Fournir une vue d'ensemble des recherches récentes et le développement local à l'est de la République démocratique du Congo et permettre en outre de combler le fossé entre la politique et l'académique et de réunir différentes institutions de recherche. C'est le but d'une grande conférence de dimension internationale qui s'est tenue au Sud Kivu, au campus de l'Université catholique de Bukavu. La conférence est conjointement organisée par 4 institutions, à savoir New York University, Abu Dhabi, l'Université d'Anvers et autres. C'est en collaboration avec les institutions congolaises parmi lesquelles UCB, ISDR, UEA, IOB, INILU, etc. Il y a un deuxième grand objectif lié à cette conférence, c'est de constituer une plateforme d'échange entre les décideurs généraux et les chercheurs. Comme vous le savez, nous sommes dans un pays où les recherches sont menées, des recherches qui arrivent à des recommandations qui pourraient bien aider les décideurs, mais malheureusement, il se fait qu'il n'existe pas essentiellement de plateforme d'échange entre décideurs et chercheurs. Finalement, que les recommandations restent lettres mortes dans des papiers, dans des revues, ça, finalement, doivent les utiliser. Je dis que ça c'était pour L'activité s'est clôturée à l'Institut supérieur de développement rural de Bukavu par le lancement d'un centre de recherche et d'expertise en genre et le développement. De ce centre, c'est que c'est un outil de transformation sociale. Pourquoi j'ai dit un outil de transformation sociale? Parce qu'il veut travailler sur des questions qui ont toujours été considérées comme tabous. Les questions de l'émancipation de la femme, les questions des droits de la femme, les questions de la justice, les questions d'autonomisation de la femme, les questions de la participation politique de la femme. Toutes ces questions ont toujours été exclues du débat public. Revenons sur la santé, cette fois-ci avec la clôture du 8e congrès international axé sur les pathologies infectieuses et parasitaires. À l'issue de ces assises, les chercheurs congolais ont pris l'engagement d'organiser d'une manière régulière des débats scientifiques dans les domaines médical et biomédical. Cédric Kenina pour le reportage. La République démocratique du Congo doit compter sur ses têtes couronnées dans tous les domaines de la vie nationale. Et le 8e congrès international sur les pathologies infectieuses et parasitaires a permis aux scientifiques, étudiants et chercheurs de passer en revue les problèmes de santé liés aux maladies infectieuses et parasitaires, y compris les comorbidités. Le tout dans une interaction générale entre l'homme, l'environnement, le monde animal et végétal. Des modules aussi variés qui ont permis aux jeunes étudiants de s'imprégner de la recherche rempart scientifique pour la survie de l'humanité. Bon, pour nous d'abord, c'est une grande joie de voir vraiment une jeunesse qui est motivée, qui veut vraiment s'intéresser à la science. Et je pense que c'est dans toute cette ambiance-là que nous devons comprendre les mécanismes de transmission des maladies et également les mécanismes qui favorisent notre santé. Et il est donc important et il est heureux que les jeunes congolais, facultés de médecine, différents instituts supérieurs de sciences et de la santé et
assister et participer. Pourquoi je dis participer? On a senti à travers les questions, on a senti par la présence de la jeunesse. À la fin de ces congrès organisés par l'INRB, le prix Jean-Jacques Mouyembe a été décerné aux plus méritants de chercheurs dans le domaine de la santé. Des certificats de participation ont été également décernés aux étudiants. Et le monde scientifique vient d'être enrichi à travers la publication d'un nouveau livre intitulé « The Mission of the Church in Africa for the 21st Century ». L'ouvrage évoque la mission de l'Église en Afrique au XXIe siècle, paradigmes et défis. L'auteur, c'est le professeur Robert Kouimi, nous rapporte Chatou Kouémé et Jean-Paul Moïse. The Mission of the Church in Africa for the 21st Century est le titre de l'ouvrage du professeur Queen Bibikam de l'Université protestante au Congo. Cet ouvrage de 117 pages subdivisé en 6 chapitres, publié aux éditions 20 Nouveau 2016, parle de la mission de l'Église en Afrique au XXIe siècle, paradigmes et défis. Selon l'auteur, l'Église en Afrique peut être considérée comme un modèle, mais ne peut pas fonctionner comme une entité ecclésiastique et une institution sociale isolée dans la société africaine. Il soutient que l'Église et la mission sont étroitement liées. Que faire pour que l'Église remplisse sa mission holistique? L'auteur propose que les hommes et les femmes soient conscients de leur dimension spirituelle et de leur vocation d'éternité. Le professeur Queen Bibikam a insisté sur la conscientisation et un nouvel équilibre au moyen des actes concrets, collectifs et matériels. C'est le professeur André Massiala Masolo qui a porté sur le fonds baptismaux en présence du vice-premier ministre Thomas Louaka cet ouvrage d'une facture scientifique rare dans l'espace scientifique congolais. Le professeur Bijou Makuta, Alfred Kiassouma, les référents Espérance Mbakadi ont tour à tour présenté la biographie de l'auteur, l'économie du livre, la touche de la maison éditrice. Et enfin, l'ancien patron de l'hôtel Invest, mort depuis quelques jours en Belgique, a été porté en terre à Kinshasa. Une messe a été organisée. Le PCA de la RTNC Mamonko et le DG de cette télévision nationale, Nicole Dimbamou Kitoko, y ont pris part. Suivez. C'est à quelques heures de l'inhumation du patron de l'hôtel de presse Invest que la messe d'action de grâce a eu lieu. Pour le président de cette Eucharistie, l'abbé Kabir Moulumba, aumônier des FARDC, la messe d'action de grâce en mémoire de Jean-Marie Pied-Beu revêt une importance on ne peut plus capitale. Ayant vécu dans ce monde matériel et dans sa contingence, l'illustre disparu a par moments bronché. Pareille attitude l'avait mis hors de la communion divine. Mais qu'à cela détienne, le grand metteur en scène dans sa beauté inouïe pardonnera ses péchés. Et ce pour prendre place au grand repas avec le Christ au dernier jour. Ce jour-là, Jean-Marie Pieux-Beu va joindre sa voix à la symphonie céleste. Cela pour chanter les Alléluia et dire avec prestance, Saint, 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 le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Le président du conseil d'administration de la RDC, Zéphiré Mamoko Mukwampoul, et le directeur général AI, Nicole Muriel Dimbambu Kitoko Bwanga, ont pris part à cet exercice de piété. Puisse les Très-Hauts réserver une place de choix à Jean-Marie Pieux-Beu dans sa proximité légendaire. Paix à son âme. Vous suivrez à la fin de cette édition de la mi-journée l'intégralité de la conférence débat tenue à Paris par les juristes. L'actualité continue à 20h. Retrouvez Nancy Odia. Moi et toute l'équipe vous souhaitons déjà une bonne semaine. Vous vous souvenez de cet extraordinaire scénario? Monsieur Gore disait l'écart en Floride est extraordinairement mince entre M. Bush et moi. M. Bush est apparemment en tête, donc il a tous les grands électeurs de Floride, mais je considère qu'il y a eu des erreurs dans le comptage des voix. Alors je n'entre pas dans le détail du système électoral américain parce qu'il est incompréhensible, puisqu'on ne compte pas de la même manière dans tous les comtés d'un État, mais la Cour suprême de Floride a été amenée à ordonner certains recomptages partiels, puis à les arrêter, et l'affaire vient
par des moyens X, Y, Z, peu importe, devant la Cour suprême américaine. Et avec un délai qui là est très précis. Les grands électeurs américains devaient se réunir le 18 décembre pour élire le président des États-Unis. Et donc la Cour suprême américaine statue 6 jours avant. Et c'est une décision les plus extraordinaires. Elle a fait l'objet de controverses au moins aussi importantes que ce qui se passe en RDC aujourd'hui. Et j'allais dire, il y a eu un déferlement de commentaires d'actualité et de nos éminents juristes et collègues. Et la Cour suprême a en réalité eu un raisonnement très pragmatique. Elle a dit, il est possible qu'il y ait des erreurs dans le comptage des voix en Floride. Et recompter n'est pas absurde. Mais, nous sommes le 12 décembre, il n'y a aucune possibilité de refaire un recomptage complet de manière à ce que les grands électeurs de Floride soient désignés avant le 18 décembre et puissent donc participer à l'élection du président. Et elle dit en plus, eh bien, il n'y a aucune disposition sur qu'est-ce qui se passe si le collège électoral ne peut pas se réunir ou n'est pas en état d'élire le président. Et donc, elle est arrivée à cette conclusion, eh bien, il faut mieux prendre la situation telle qu'elle est, parce qu'au moins on assure la continuité du système. Bon, mais on n'a pas le temps matériel de faire autrement. Et c'est la Cour suprême américaine, c'est-à-dire c'est pas ma Cour constitutionnelle moldave, pour laquelle j'ai le plus grand respect, mais qui n'a pas 2 siècles derrière elle et qui n'a pas la symbolique de la Cour suprême. Alors, c'est une décision qui a été très controversée, je l'ai dit, mais qui en fin de compte a été acceptée. Et elle a été acceptée parce que on est aux États-Unis et que les décisions de la Cour suprême sont ce qu'elles sont. Et que vous savez, vous avez ce vieil adage aux États-Unis, quand on dit qu'est-ce que c'est que la Constitution, eh bien c'est le texte tel qu'il est interprété par la Cour suprême. Bon, ce qui est une définition parfaitement normale, mais si on a exactement la même chose par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment quand on a des textes relativement courts, eh bien c'est quand même un exemple extraordinaire. On s'est fié en réalité à la sagesse de la Cour suprême pour régler une situation qui était inextricable, il faut être clair, bon, dans un contexte qui, politiquement, sociologiquement, géographiquement, historiquement, n'a évidemment rien à voir avec celui qui nous occupe ce soir, mais qui montre quand même que la Cour a joué le rôle de régulation et pacification qu'on évoquait tout à l'heure. Donc pour conclure sur ces points, une très grande diversité des situations, et la seule conclusion à laquelle je suis vraiment arrivé, c'est le rôle central des cours lorsqu'elles sont compétentes et lorsqu'elles ont la possibilité de statuer. Après, elles font ce qu'ils veulent. Alors, ce long détour étant terminé, j'en viens quand même à la situation en RDC, mais comme je vous l'ai dit, Jean de Gaudusson a suffisamment évoqué les 2 arrêts du 11 mai et du 17 octobre pour que je puisse aller assez vite. Je vais m'attarder plus d'ailleurs sur la décision du 11 mai que sur celle du 17 octobre, et sur le 17 octobre, je la prendrai sous un angle qui n'est pas exactement le même que celui que vous avez évoqué. La question du 11 mai, elle est effectivement celle qu'on a résumée. Qu'est-ce qui se passe le 19 décembre? Et si on rassemble les éléments, la Cour avait à juger, est-ce qu'on applique le 19 décembre l'article 70 alinéa 2, c'est-à-dire le président reste en fonction jusqu'à ce qu'un successeur soit élu, ou est-ce qu'on applique l'article 75 qui est consacré à la vacance et à l'exercice provisoire des fonctions de président par le président du Sénat, ce qui pour les Français rappelle un certain nombre de choses. Alors, il y a eu un débat, il existe encore d'ailleurs, il suffit de regarder ce qui se passe sur les médias, mais je crois très honnêtement que la Cour a eu raison de faire prévaloir l'article 70 alinéa 2 par rapport à l'article 75. Je vais essayer de vous en convaincre. Pourquoi? D'abord parce que l'article 70 alinéa 2 existe. S'il n'existait pas,
il n'y a aucun problème, on tomberait dans le cas de l'article 75. Mais il existe un article 70 alinéa 2. Et nous avons quand même tendance à penser, qu'il s'agisse de la Constitution ou du Code civil, que lorsqu'il y a une disposition relativement précise, il faut lui donner une portée. Et si on fait prévaloir, ce qui est l'opinion de certains, l'article 75 contre 70 alinéa 2, eh bien l'article 70 alinéa 2 ne sert plus à rien. Car il est évident que la situation qui survient à la fin du mandat du président n'existe pas encore quelques jours auparavant. On ne peut pas anticiper complètement. Et donc il faut se dire qu'il y a un effet utile de l'article 70 alinéa 2. L'article 75 est parfaitement logique. Qu'est-ce que c'est qu'une vacance? C'est notamment le décès, c'est la démission, c'est la situation qui peut arriver où un chef d'État est physiquement empêché d'exercer ses fonctions. Rappelez-vous François Ier qui a été prisonnier pendant quelque temps. Je prends un exemple volontairement lointain pour ne pas évoquer des situations plus récentes. Mais c'est pas complètement impossible ce type de situation où le président soit disparaît, soit physiquement, médicalement, psychologiquement dans l'incapacité d'exercer sa fonction. Bon, là il n'y a évidemment aucune raison de faire appel à l'article 70 alinéa 2, puisqu'on n'est pas dans le cas d'une fin de mandat programmée avec éventuellement des élections anticipées. On est dans le vrai cas de vacances. Mais on n'est pas dans ce cas en RDC aujourd'hui. Le président en fonction est en état d'exercer sa fonction. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'obstacle, ni physique ni autre, à ce qu'il puisse continuer à exercer de la manière qu'il juge la meilleure pour son pays, la fonction qui est la sienne. Donc je crois qu'on viderait de sens l'article 70 alinéa 2, on le rendrait complètement inutile si on disait qu'en tout état de cause, c'est l'article 75 qui doit s'appliquer le 19 décembre à minuit. Et on aurait une disposition dans la Constitution qui ne servirait à rien. Or, je pense que la Constitution de la RDC, même modifiée, a été rédigée par des gens compétents et qui en tout cas ont voulu donner une portée à des dispositions qu'il rédigeait. C'est un cas qu'on connaît dans d'autres constitutions ou ailleurs. Il faut donc qu'il y ait l'application de cette disposition et il me paraît de ce fait logique que la Cour ait dit, eh bien, le président en fonction reste en fonction jusqu'à ce que son successeur soit désigné. Alors reste la question extrêmement difficile, pour combien de temps? Mais là, la Cour ne pouvait pas le dire. En tout cas, elle ne pouvait pas le dire. Elle ne peut pas plus le dire d'ailleurs au mois d'octobre. Bon, la Cour constitutionnelle, elle statue sur ce qu'on lui soumet. Et on lui pose la question, est-ce qu'il faut appliquer tel article ou tel autre? Bon, elle dit, moi je considère, pour des raisons qui sont les siennes et qui rencontrent le raisonnement qui est le mien, c'est un coup de chance, il faut appliquer l'article 70 alinéa 2. Mais c'est pas la Cour, à ce moment-là, de dire autre chose que il faut que les élections soient organisées, alors de manière objective, transparente, dans un délai raisonnable, tout ça, aucun problème. Le mot raisonnable fait toujours penser au Canada, gouvernement raisonnable, mais ça nous pose. Mais est-ce que la Cour aurait pu dire que les élections doivent être organisées dans tel délai? Bon, elle n'en avait évidemment pas la possibilité au mois de mai. La question d'abord ne lui était pas posée, et même si elle lui avait été posée, elle aurait probablement pu répondre que ce n'était pas de sa compétence. D'où la deuxième décision, celle du 17 octobre 2016, et qui, elle, porte spécifiquement sur le problème des délais. Alors là, je vous renvoie à ce qui a été excellemment dit par Jean de Gaudusson. Tout le monde est d'accord pour dire on ne peut pas aujourd'hui faire des élections loyales et transparentes. Bon. Quand pourra-t-on les faire? Comment voulez-vous que la Cour constitutionnelle puisse répondre? Si elle était saisie d'une appréciation disant est-ce que le délai vous paraît de tant de mois paraît possible, elle aurait peut-être pu le faire. Et ce n'est pas la question qu'on lui a posée. La question qu'on lui a posée, c'est est-ce qu'on peut reporter? Et elle répond pour des raisons de fait, oui. Alors c'est un problème
quasi insoluble partout, ce genre de questions. Bon, parce qu'il faut bien, on entre dans ce qui n'est pas prévu. Mais elle ne pouvait pas répondre à autre chose, et on ne peut pas demander à des pouvoirs publics d'organiser des élections quand physiquement, logistiquement et financièrement, on ne peut pas le faire. Bon, il est évident aussi qu'on ne peut pas admettre que ces élections soient reportées au calendrier grec. Bon, et il faut trouver une date qui aura l'accord de tout le monde, et on retombe sur l'accord politique du 18 octobre et ce qui a été dit, en espérant que les choses seront conformes à cet accord. Mais sur la décision du 17 octobre, je voudrais m'arrêter un instant alors sur l'aspect qui a été contesté, mais qui est intéressant, de savoir si la Cour était correctement composée et pouvait statuer. Elle s'est réunie une première fois, quelques jours avant, on a la date dans l'arrêt, et elle constate que le quorum n'est pas atteint, puisqu'ils sont 9, il faut un quorum de 7. Ils n'étaient pas 7. Et elle renvoie à la semaine suivante en disant on espère que ce jour-là, tout le monde sera là. Et qu'est-ce qu'elle fait le 17 octobre? Elle constate qu'un des membres est malade. Bon, ça, pas de problème, il est en train de se faire soigner à l'étranger, celui-là, on l'admet. Mais que certains membres, 2 ou 3 je crois, sont physiquement présents à Kinshasa, de notoriété publique, mais qui ne veulent pas venir siéger à la Cour. Et la Cour se trouve réduite à 5 membres, c'est-à-dire quand même la majorité par rapport à 9. Et en réalité, elle dit, implicitement, compte tenu de la volonté de blocage des membres présents mais qui ne veulent pas venir, je siège et je statue au nom de la continuité. Car sinon, c'est reconnaître aux membres d'une cour la possibilité de bloquer l'institution pour des raisons qui ne sont pas de santé, lesquelles sont toujours admissibles, mais simplement parce qu'ils ne veulent pas, pour des raisons qui leur appartiennent et que je n'essayerai pas de juger, participer à telle ou telle décision. Alors que l'obligation première d'un juge, c'est de juger. Et vous savez qu'il y a un principe fondamental en matière juridictionnelle, qu'un juge n'a pas le droit de s'abstenir. Il peut se déporter s'il est concerné, il n'a pas d'avis. Il doit opiner sur la décision qui nous est soumise. Les membres présents physiquement dans la capitale, mais non au siège de la Cour, n'avaient pas envie d'opiner. Et d'une certaine manière, c'était un manquement, en réalité, au mandat qui était le leur. Alors, qu'est-ce qui se serait passé si la Cour avait suivi? La Cour n'aurait jamais pu se réunir. Et donc, elle n'aurait pas pu répondre à la question qui lui était posée. Et elle en serait arrivée à cette conclusion, que la question qui lui est posée, ne pouvant pas avoir de réponse, on ne sait pas très bien quel est le droit existant. Est-ce que des juges, ou les instances qui les nomment, ont vocation à bloquer le fonctionnement d'une cour constitutionnelle? Je citais l'Ukraine tout à l'heure. Le président ukrainien, je ne sais plus lequel d'ailleurs, a dit, écoutez, il y a 2 ou 3 juges qui ont failli à leur mandat, je les démets. Comme ça. Et j'en nomme d'autres. C'est quand même un peu choquant. Alors, ça s'est mal réglé, comme toujours, mais c'est une situation que l'on rencontre. Donc, de ce point de vue-là, sans que j'ai beaucoup de précédents à citer, je crois que la Cour constitutionnelle de la RDC, à partir du moment en tout cas où elle avait la majorité, 5 sur 9, a eu raison au nom de la continuité de statuer. Je ne dis pas qu'elle n'aurait pas pu statuer autrement, ça c'est je pense qu'elle a eu raison de statuer comme ça, mais elle a eu raison d'abord de dire je remplis autant que possible la mission constitutionnelle qui est la mienne, et on ne peut pas accepter que des juges refusent d'exercer la mission pour laquelle ils ont été désignés. S'ils ne sont plus d'accord, ce qui est leur droit le plus absolu, ils ont toujours la possibilité de démissionner. Et l'autorité de nomination en nommera d'autres. Mais le blocage n'est pas dans le mandat d'un juge, qu'il s'agisse du juge d'instance ou des membres d'une juridiction constitutionnelle. Mon souhait, je pense que nous serons plusieurs à le partager, c'est qu'effectivement on arrive à organiser des élections dans un délai raisonnable, c'est pas gagné,
que ces élections permettent de désigner un président de la République élu après un processus transparent, ouvert, etc., etc. C'est un souhait. Bon, à la date d'aujourd'hui, c'est véritablement le souhait le plus important que je formule en concluant ces quelques propos.